Ah, magnifique. Donc une nouvelle journée peut commencer pour moi. Une journée d'optimisme, de sourire, de bonheur. Parfait, super. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Ça vous va? Bon, est-ce que vous êtes très heureux de parler en ce bon matin de data et de digital? Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme? Ouais, ok, bon, bah on y va. Alors moi je suis très heureux de venir vous parler. Je remercie beaucoup Vincent de son invitation. J'étais venu visiter Audencia il y a 5-6 ans et je me souvenais bien des lieux. Je suis venu vous parler en plus d'un sujet passionnant, alors, qui est pour moi une véritable passion, qui est la data. Alors la data, vous allez me dire, on entend beaucoup parler. Maintenant, ça devient un sujet de société. On a la une de l'Express, du Point avec des robots. On se fait peur avec l'intelligence artificielle. Une vingtaine d'années après le dernier Blade Runner, c'est le 2 qui sort. Et donc on revit une espèce de frénésie autour de la data, des robots et de l'intelligence artificielle. Et donc moi aujourd'hui, je vais prendre une casquette que j'aime bien, qui est la casquette un peu concréto-concrète, qui est celui de l'opérationnel, qui essaye de faire de la data dans un grand groupe qui est AXA. Et je vais essayer de vous, pas de briser le rêve, parce que la data c'est fabuleux, ça va changer nos vies et il y a énormément d'opportunités derrière la data demain, et même aujourd'hui, mais vous montrer que finalement quand une boîte se met à essayer de faire du business avec la data, elle se confronte à énormément de problématiques, beaucoup d'écueils, beaucoup de limites, et souvent quelques gueules de bois. Alors, je l'ai appelé comme ça la présentation parce que c'est le titre d'un ouvrage que j'ai fait paraître en janvier. Et cet ouvrage, je l'ai écrit. Beaucoup de gens m'ont dit, mais Antoine, pourquoi tu écris un bouquin sur la data? En plus, le papier, c'est tellement ringard, c'est tellement 20e siècle. Déjà, parce que moi, j'aime bien écrire et puis j'aime bien formaliser ce que j'apprends, mais aussi pour essayer de sensibiliser à ce que j'ai vécu, moi, dans mon jeune parcours, parce que j'ai 32 ans, donc je ne vais pas vous faire le coup du vieux sage, mais j'ai appris beaucoup de choses autour de mes différentes expériences, et finalement, j'ai observé, c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin, un grand paradoxe entre tout ce qu'on disait autour de la data et la difficulté à avoir un retour d'investissement sur tous les investissements qu'on met autour de ce sujet du big data. Et donc ce livre, je l'ai écrit pour parler de ce que j'appelle la gueule de bois des grandes entreprises sur la data aujourd'hui, en 2018, et je vais essayer de vous en dire plus dans la présentation. Alors je suis extrêmement bavard, et quand je commence à me chauffer, en plus, ma parole est de plus en plus rapide. Donc n'hésitez pas, si il y a de la compréhension, des questions, des doutes, des coups de gueule, à lever le bras. Et puis j'interromprai l'exposé et je répondrai aux questions. Mais n'hésitez pas à ce que ce soit interactif. C'est toujours plus plaisant comme ça. Alors je ne vais pas vous parler de ma vie, parce que ça vous intéresse assez peu, je vous comprends. J'ai déjà du mal à me supporter. Donc je ne vais pas vous infliger tout ça. Mais je voudrais comme dire quelques mots sur mon parcours, dans le sens où j'ai eu la chance de connaître 3 environnements différents et 3 façons différentes de jouer avec la data. J'ai commencé chez Google, donc j'étais un des premiers stagiaires de Google en 2007. Ils venaient d'ouvrir leur bureau à Paris, place de l'Opéra. C'était pas encore la Mecque et l'employeur que c'est aujourd'hui, parce que Google aujourd'hui en France emploie plus de 200 voire 300 personnes, donc c'est devenu une entreprise importante en France. Et donc j'ai commencé chez Google, et Google, ça a changé ma vie. Moi j'étais en école de commerce comme vous, je ne savais pas très bien ce que je voulais faire, j'étais très généraliste dans l'âme, j'allais pas forcément, je ne suis pas très assidu aux cours, je suis désolé, je le confesse, et donc je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai été à ma 4e démission de stage. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont battu ce record. Je l'ai battu. Et après 4 stages échoués, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et grâce à un piston, je suis rentré chez Google. Et là, ça a changé ma vie. Parce que j'ai découvert chez Google tout l'environnement digital et une infinité de possibilités. Et donc, j'ai mis de côté les métiers classiques, le marketing, l'audit, la finance. Et puis, je me suis passionné pour le digital. J'ai appris à coder un peu avant que ça devienne très à la mode. Parce que moi, mes petits camarades maintenant d'école, je pense que vous en êtes la preuve, maintenant ne rêvent que de coder et d'entreprendre. À l'époque, la MEC, c'était la voie royale, c'était encore la finance et le marketing. Et donc, j'ai commencé chez Google. Et chez Google, j'ai découvert quoi? J'ai découvert un acteur qui vit pour et par la data, et notamment les carrefours d'audience que représente le site Google. Et qui a l'obsession de la data. Et je vais vous en reparler parce que c'est très marquant dans l'expérience que j'ai eue, notamment chez AXA. Ensuite, j'ai eu la chance de monter une boîte qui s'appelle 55. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise, personne. C'est hyper humiliant, mais je continue quand même. C'est une entreprise que j'ai montée en 2009. Je dis ça parce qu'on recrute beaucoup et c'est une entreprise qui recrute beaucoup. C'est une entreprise qu'on a lancée en 2009 avec une mission simple, c'est d'expliquer aux grosses boîtes tout ce qui se passait sur Internet. Vous savez que sur Internet, tout est traqué. Je pense que vous en êtes sensibilisés. Les clics, les visites,
tout ce que vous faites sur un écran, la merveille de l'écran, du digital, c'est que ça amène des datas. Et ces datas, on appelle ça des données digitales. Ces données digitales, elles sont collectées par des outils de web analyse. Et c'est un gisement formidable de données pour des entreprises. On peut apprendre énormément de choses sur ses clients en ligne. Et chez Fitify, donc j'ai eu le bonheur de lancer ça avec plusieurs autres anciens de Google. Et nous, notre métier pendant 5 ans, ça a été d'évangéliser et d'aider les boîtes sur les sujets de la data, et notamment la nécessité de comprendre les datas. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un cookie? Ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est que cookifier un client? Oui. Est-ce que vous avez le sentiment d'être cookifié régulièrement? Notre job chez Fitify, c'est de cookifier un certain nombre de clients. Et donc, c'est ce que j'ai reproduit chez AXA, juste pour vous donner un exemple très concret de ce qu'on peut faire avec la donnée digitale. Chez AXA, on a cookifié à peu près 6 millions de clients. Et bon, pour cookifier un client, c'est toute une opération. Google, c'est très simple de cookifier puisqu'ils ont Gmail, donc ils ont l'identification. L'objectif d'une cookification, c'est d'attribuer une identité numérique à un client qui, s'il n'est pas identifié comme tel, via un cookie, reste anonyme. Dans la vie, on a chacun, dans la vie réelle, on a chacun des passeports, des papiers d'identité, un nom et un prénom. Quand on bascule sur l'écran, tout est anonyme. Et donc un des grands enjeux pour des grosses boîtes, notamment comme AXA, c'est d'identifier, de donner un nom et un prénom aux navigations digitales de ses clients. Et donc dès que, en tant que client AXA, vous recevez un mail, dès que vous allez voir un site partenaire comme Se Loger et que vous rentrez votre adresse mail, eh bien, on a une opération qui amène à, sur la base de votre adresse mail ou de votre login à l'écosystème AXA, on vous colle un cookie, on vous attribue un cookie qui nous permet, nous, AXA, de vous suivre dans votre navigation digitale successive et ultérieure, tout en vous demandant évidemment votre consentement. Et on pourra parler de ce sujet, qui est un sujet encore très zone grise sur lequel il y a encore beaucoup à faire. Mais donc, tout ça pour vous dire que chez AXA, on a cookifié à peu près 6 millions de clients. Et ça nous a permis de quoi? Ça nous a permis de quelque chose de très pragmatique. Vous savez, nous, chez AXA, donc, on vend des produits d'assurance. Je ne sais pas si je vous apprends grand-chose. Et on est très intermédiaire. C'est-à-dire que 90% de notre business passe par les agents généraux. Qui est rentré? C'est un agent général d'assurance. J'ai pas de chance. Même pas Vincent, non? Ça t'est pas arrivé, non? Franchir, si, mais tu lèves pas la main, tu participes pas, c'est pas bien. Alors la jeune génération rentre peu, mais 90% de notre business, qui est la vente de contrats d'auto et d'habitation, on le fait avec nos agents généraux. Et nos agents généraux, ils nous disent quoi? Quelque chose de très simple, je vais être très pratique. Ils nous disent, nos clients, avant, on les voyait dans l'agence, et puis on captait plein de choses parce qu'ils venaient nous voir. On voyait quand il a des nouvelles chaussures qu'il avait fait fortune, ou quand il avait une belle bagnole, quand je le voyais passer devant mon agence. Je voyais quand il passait me voir en agence s'il avait plutôt la grimace ou le sourire. Et donc j'étais capable de visu d'apprécier énormément de comportements clients, d'appétence client et on va dire d'insight client. Et avec le digital, qu'est-ce qui se passe dans l'assurance? C'est qu'une grande partie de notre consommation de l'assurance se fait sur l'écran. Et sur l'écran, on est autonome et l'agent général, heureusement, n'est pas à nos côtés. Et donc l'agent nous dit quoi? L'agent nous crie quoi? Il nous dit « j'ai plus de flux en agence et je sais plus ce qui arrive à nos clients ». Et donc une partie du travail de mes équipes chez AXA, ça a été de venir faire redescendre l'information des navigations digitales des clients cookifiés jusqu'au poste de travail de l'agent général. Et on a développé un petit module qui s'appelle l'offre recommandée, qui est une petite merveille, qui nous permet chaque mois d'envoyer 50 000 moments de vie de nos clients à nos agents. Et donc dans le poste de travail Salesforce de nos agents généraux, il y a une petite popine qui vient tous les mercredis matins et qui dit « Mon coco, intéresse-toi à un tel de tes clients, puisqu'on a identifié pour toi que ce client s'était intéressé à un appartement via un site de déménagement, aller préparer sa retraite sur un site de transmission. Et donc, on te donne une excuse, un prétexte pour décrocher le téléphone et rentrer en relation avec cet agent. C'est très pratique, mais c'est un bon exemple d'une passerelle entre le digital et le business. Comment on capte des moments de vie en digital via les cookies et comment on les redescend dans le poste de travail de l'agent général. J'ai fait ça Fitify pendant 5 ans et après j'ai eu la chance de rejoindre la grande maison AXA en 2014. On m'a traité de tous les noms quand j'ai pris cette décision parce que j'ai un peu le parcours inverse de ce qui se fait d'habitude. C'est-à-dire qu'on quitte le grand groupe en claquant la porte, en disant trop d'inertie, je quitte le dinosaure pour rejoindre la petite start-up agile. Et puis moi j'ai fait le chemin dans l'autre sens et je vais vous expliquer pourquoi et tout le plaisir que j'y prends. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et on va se poser la question de la data. En fait, il y a quelque chose de très important, et ça c'est vraiment un enseignement que je vous donne, à la fois sur la transformation digitale et la transformation autour de la data. Et dans les expériences de stage ou dans les expériences professionnelles que vous aurez dans des entreprises, vous le constaterez, c'est qu'il y a une grande naïveté sur ces transformations. Au début, les boîtes se sont dit, en fait, le digital et la data, ça va me permettre de faire
des choses merveilleuses. Et donc, je vais engager beaucoup d'investissements sur la transformation digitale, puis sur la transformation data. On a fait des POC, on a fait des Learning Expeditions, on a envoyé tout le COMEX aller s'encanailler pour voir les startups dans la côte californienne. On a fait des séminaires chez Google, chez Facebook pour entendre parler du monde qui change. On a fait quelques recrutements. Il y a beaucoup de CDO, j'en ai fait partie en 2014. Donc on prend un petit jeune, on le met trop dans l'organisation et on dit on se transforme. Le directeur général fait une longue brève dans les Échos ou dans le Monde pour dire mon entreprise se transforme. Nous l'avons compris. Et ça, c'est un premier temps de transformation qui est systématique dans les boîtes, mais finalement qui apporte très peu de bénéfices. Le seul bénéfice de cette période de transformation, de frénésie, c'est le réveil collectif. C'est-à-dire qu'il y a un moment, une prise de conscience, pour des boîtes comme AXA, que le monde change et qu'il faut changer. Mais au bout de quelques mois, quelques années, ces boîtes qui se transforment, et toutes les boîtes du CAC 40 vous disent qu'elles se transforment, dans les entretiens de recrutement, vous aurez toujours des gens qui vous disent « Ah, nous, on a compris la transformation digitale, la transformation data, on y est ». Eh bien, en fait, vous posez cette question qui est assez simple, qui est de dire « Mais est-ce que tu gagnes de l'argent de la même manière qu'avant ?» Et en fait, la plupart, je dirais 99% des entreprises vous répondront « Oui, la manière de gagner de l'argent, leur manière de gagner de l'argent n'a pas changé ». Ça montre quoi? Ça montre que cette transformation, elle n'a pas touché le cœur du business, qui est la manière de monétiser une activité et qui est ce qu'on appelle finalement le business model. Les entreprises ont conçu des sites internet, les entreprises ont cookifié des clients, les entreprises ont construit des data lakes, ont fait des algorithmes, ont donné le change, mais n'ont pas finalement changé les fondamentaux. Et donc dans des boîtes comme des grosses boîtes, mais même je parle des PME, on en parlera, en fait, il y a ce qu'on appelle, après quelques années, une gueule de bois. Et le directeur financier, à un moment, se lève et dit au bout de la table, mais finalement, tous ces investissements autour du digital et de la data, quel est le ROI? Comment je m'y retrouve? Comment ça a changé mon bilan économique? Est-ce que ça a amélioré mon revenu? Est-ce que ça a amélioré mon chiffre d'affaires? Est-ce que ça m'a permis d'économiser des ETP? Toutes ces questions financières, à un moment donné, sont posées et elles ne sont pas répondues. Pourquoi? Parce qu'on reste sur une transformation, on va dire, très soft et très à côté du business model. Et sur la data, c'est pareil. Vous allez entendre plein de gens qui vont vous dire « La data, c'est génial pour optimiser des process existants, pour mieux acheter, pour mieux recruter, pour détecter lequel, par exemple pour les RH, lesquels de nos collaborateurs ont la plus forte probabilité de quitter l'entreprise, lesquels de nos clients risquent de quitter le portefeuille. » Mais toutes ces réflexions, en fait, elles sont sur le faire mieux, le premier élément. Le faire mieux, c'est bien, ça s'appelle l'optimisation. Rajouter des datas sur des process, vous prenez prenez votre vie quotidienne, vous avez plein de process, les process c'est des modes de fonctionnement répétitifs. Si vous mettez plus de data, vous allez avoir plus d'intelligence et vous aurez sûrement plus de performance. Le problème c'est que vous allez avoir un gain, mais un gain incrémental. Et donc en effet, les RH vont être plus performants. Les RH vont être capables de retenir mieux les salariés en repérant ceux qui sont fragiles. Les distributeurs, les agents généraux, grâce aux cookies, vont permettre de mieux vendre les produits en étant plus juste dans la proposition du produit. Mais si vous restez sur le faire mieux, c'est la gueule de bois. Et d'ailleurs, j'incite les nouvelles générations, pour les étudiants qui sont devant moi, à incarner plutôt le faire autrement. Parce que si vous prenez le flambeau du faire mieux, vous faites de l'optimisation, vous faites de toujours plus, et vous allez rapidement arriver au constat que des boîtes qui sont toujours dans le toujours plus sont à bout de souffle. Je pourrais vous en parler des heures, mais le vrai enjeu des grosses boîtes, notamment comme AXA, c'est aussi l'engagement des collaborateurs. Toutes les grosses boîtes ont des chiffres d'engagement très bas. Il y a de la démotivation, il y a une telle taylorisation des activités, il y a une telle automatisation des process que les collaborateurs ont du mal à trouver du sens. Et donc la data, si on l'applique sur un modèle existant, sur un business model existant, eh bien vous allez optimiser, mais vous ne serez jamais rentable par rapport aux investissements que vous avez mis. Chez AXA, on a mis des millions d'euros sur des data lakes, des algorithmes, des data scientists. On a mis énormément d'investissements sur des cas d'usage, sur la data, sur le big data. Mais tant que c'était pour le faire mieux, on n'est pas arrivé finalement à tirer du business. Je caricature, je ne sais pas si je suis en écho à vos préoccupations, etc., ou si vous me comprenez, mais c'est très très important. Et c'est quoi le faire autrement? Le faire autrement, c'est une question qu'on peut tous se poser en tant que citoyen, en tant qu'individu, en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, quand on travaille dans une boîte. C'est quel est mon métier? Et là, je vous incite aussi à souvent poser la question aux entreprises que vous côtoyez de leur métier. Quand vous côtoyez par exemple un fabricant de matelas, je ne sais pas si ça vous arrive souvent, je vais prendre un exemple fictif, mais quand vous lui posez la question de son métier, s'il vous répond « mon métier c'est de fabriquer des matelas », il est mal barré.
Si, quand vous croisez quelqu'un de la SNCF, c'est d'actualité, en lui disant quel est ton métier, s'il vous répond faire rouler des trains, c'est mal barré. Si vous me posez la question en tant qu'assureur, quel est mon métier, et que je vous réponds faire des produits d'assurance, estimer le risque, c'est mal barré. Pourquoi c'est mal barré? Parce que la réponse sur le métier n'est pas une réponse de produit. La réponse du métier, c'est une réponse qui pose la question du service qu'on rend au client final. Et donc, pour que demain, le fabricant de matelas ait une chance de survivre dans le monde de la data qui arrive, il faut déplacer la réponse. La bonne réponse, je suis un peu prescriptif, mais je pense qu'il y en a une plus qu'une autre qui est bonne, c'est plutôt de dire « mon métier, c'est de faire dormir les gens ». Fabricant de matelas, mon métier, c'est d'aider les gens à bien dormir. Le trésor public, mon métier, c'est pas de collecter l'impôt, c'est d'assurer que les services publics marchent bien. La réponse de Guillaume Pépi de la SNCF, c'est de dire mon métier, c'est pas de faire rouler des trains, c'est d'amener des gens d'une porte A à une porte B, indépendamment du train. Ça peut être la mobilité, ça peut être le car, ça peut être le covoiturage. Nous, en tant qu'assureurs, le faire autrement, c'est de dire que notre métier, c'est pas d'estimer le risque et de faire remplir des formulaires de souscription pour des contrats auto et habitation, mais c'est de protéger les gens. Et dès qu'on pose la question du métier, on élargit complètement l'angle et on pose la question du faire autrement. Et le faire autrement, pour vous donner un exemple concret, là, la data, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'un assureur qui dit comme AXA, en fait, mon métier, ça ne peut pas de rester simplement distribuer des contrats d'auto et d'habitation et de voir mes clients une fois tous les 4 ans. Ça doit être de rentrer davantage dans une logique de prévention et de les aider en amont des sinistres, avant le dégât des eaux, avant l'accident, à réduire leur sinistralité, comme on l'appelle. Je suis dans le jargon métier. Et bien à ce moment-là, une boîte comme AXA voit la data autrement. Elle ne voit pas la data comme une manière d'optimiser un process. Elle se dit, qu'est-ce que le comportement et le suivi du comportement de nos clients peut m'apporter pour faire ce nouveau métier, ce métier de protection. Et là, j'ai un exemple très très simple. On a lancé une initiative qui s'appelle Give Data Back, qui est essentiellement une initiative de communication, mais je le prends comme un cas d'école de ce qu'on peut faire demain. C'est cette idée très simple que toutes les données qu'on a collectées sur nos clients, à un moment donné, on va leur restituer sous la forme de services. Et là, ce qu'on a fait, c'est simple, on a aidé des gens qui s'apprêtent à aménager sur un immeuble. Ils nous indiquent l'adresse de l'immeuble dans lequel ils s'apprêtent à aménager. Et on leur donne la liste de probabilité des dégâts des eaux et de sinistralité de l'immeuble, pour lui dire la propriété a peut-être un peu enfumé sur l'état du parquet ou l'état des lieux. Pour des gens qui sont en pavillon, en zone pavillonnaire, qui ont peur du cambriolage, eh bien, à chaud, on envoie des alertes quand il y a des cambriolages qu'on a vus chez d'autres clients dans la zone géographique pour dire attention, il y a une activité de cambriolage dans le quartier, fais attention. Et donc là, ça change complètement parce qu'on part du métier et là, la data est un moyen. Et là, il y a des choses très très belles à faire. Là, j'en profite pour enfoncer un peu le clou sur 2 familles d'acteurs. Est-ce que vous avez en tête des acteurs, ça m'intéresse, qui ont collecté pendant des années des données sans nous rendre de service en retour? Non, aucun. Bon, alors je vous l'ai dit, je vous les dénonce. Moi, j'en ai 2 en tête, c'est les banquiers et la grande distribution. Les banquiers, ils ont, pendant des années, collecté toutes les transactions de leurs clients. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné en tant que clients de banque au retour? 0. Ils ne nous ont rien apporté. Ils nous ont rien apporté, si ce n'est quelquefois des agios quand on était en découvert. Et ces acteurs, pourquoi ils sont menacés maintenant par ce qu'on appelle la disruption? Parce que simplement, maintenant, ce que le client demande, c'est les données que je t'apporte, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Quelle est l'utilité que tu m'apportes? Quel est ton métier vis-à-vis de tout ce que je te donne tu t'apportes comme données? Quels sont les référents en la matière? Quel est l'acteur qui a réussi le deal entre les données et le service? Quel exemple? C'est Google. Google, c'est magnifique comme deal. C'est frissonnant, tellement c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'a fait Google? Google, les gens se plaignent de Google, mais souvent quand les gens se plaignent de Google, je leur dis, mais est-ce que vous seriez prêt à payer pour chaque requête sur Google? Quelle est votre alternative? Si vous êtes prêt à payer 15 centimes d'euros à chaque requête sur Google, ok, vous pouvez vous plaindre. Mais le deal qu'on a tous avec Google, il est clair. Et on ne pourra pas dire qu'on ne le savait pas. Pareil sur Facebook. On ne pourra pas dire ah zut, c'est terrible ce qu'a fait Facebook avec Cambridge Galactica. On donne nos données à ces acteurs pour, en gratuité, recevoir du service. C'est ça le deal. Et donc on aura des Cambridge Galactica, on en aura par dizaines. D'ailleurs, il y a des boîtes qui tomberont. Mais il faut s'y préparer et surtout, il ne faut pas le vivre comme une injustice parce que c'est votre liberté de refuser ça. Mais le deal, il est clair. J'utilise Google gratuitement et en retour, Google collecte les données qu'il veut. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont réussi le pari de « je collecte des données chez toi pour mieux faire mon métier ». Et donc en retour, il y a de l'utilité. La grande distribution, pareil. Ils ont enregistré les carrefours pendant des années de transactions.
Qu'est-ce qu'ils ont fait en retour, si ce n'est nous distribuer des catalogues de bons de réduction génériques, communs à tous, sur des produits qui ne nous intéressaient pas? Vous imaginez ce qu'un Amazon, quand il a mis la main sur des transactions, a pu imaginer pour renouveler son métier comme service? Tu as aimé ça, tu peux aimer ça. Tu as commandé telle boîte de lait pour tes jumelles, mois d'après, n'oublie pas. Tout ce qui peut être fait autour des données de transaction. Et donc c'est un bon exemple. Et donc dans les boîtes que vous rencontrez, posez-vous toujours la question, même en tant que consommateur, j'apporte ces données, qu'est-ce que ça me donne en retour? Et donc en fait, ce dont je vous parle, c'est assez simplement l'idée du service. C'est que le faire autrement, c'est un challenge pour toutes les grandes entreprises et c'est essentiellement un challenge de service. Quel service je te donne en échange des données que je collecte chez toi? Et en tant qu'assureur, vous pourriez me faire la même critique. Vous avez rempli des formulaires de souscription d'auto et d'habitation juste pour avoir appris à un moment donné à la tête du client. C'est ce qu'on appelle la prime auto, la prime habitation. Qu'est-ce qu'on a fait en tant qu'assureur de plus que ça? Pas grand-chose. Et donc on a le même problème. On a de se dire, les données qu'on collecte, comment au quotidien on les restitue aux clients. De fait, après on parlera je rentrerai dans le détail un peu après, mais de fait, c'est inexorable. Et les entreprises qui n'auront pas posé la question du métier et du faire autrement, elles n'arriveront à rien en termes de data, si ce n'est à optimiser, et donc finalement à avoir un petit retour sur investissement. Et puis le dernier point, la data, pourquoi? C'est pour ne pas disparaître. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais les entreprises comme nous, on est entouré de deux charmants personnages, le hacker et le régulateur, qui ne sont pas habillés de la même manière, qui n'ont pas le même tempérament, qui n'ont pas la même manière de se présenter à nous, mais qui fondamentalement nous obligent à s'occuper de nos données. Le hacker, c'est massif, un tiers des boîtes, des PME dans les 12 derniers mois, s'est fait hacker, rançon. Je te prends tes données et je te fais payer. Pour des grosses boîtes comme nous, c'est tous les jours des intrusions. Donc le hacker, il faut se dire que c'est demain quelque chose avec lequel il faut vivre et que les données sont fragiles et ne sont pas sécurisées là où elles sont. Et donc il va falloir gérer le risque. Et donc le hacker nous fait mal. Et le hacker, il s'engouffre là où il y a de la faiblesse en termes d'informatique. Donc si vous avez, dans une entreprise, délaissé les investissements sur les systèmes d'information, eh bien vous allez vous confronter à des hackers qui vont venir, qui vont s'engouffrer, comme l'eau sur la pente la plus pentue, qui vont venir s'engouffrer, repérer la faiblesse et venir vous attaquer et vous prendre de l'argent. Et donc le hacker vous oblige à bouger. Et le second, c'est le régulateur. Est-ce que vous êtes au courant de GDPR? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y a du progrès, parce qu'il y a des gens qui hochent un peu la tête. Bientôt, j'aurai même des réponses peut-être de vive voix, qui sait. Donc GDPR, en fait, c'est une révolution qui va arriver en mai. Alors l'Europe, c'est facile de cracher dessus. Il nous donne souvent, il nous donne souvent envie de le faire. Mais il y a un côté bien, les Européens, sur ce sujet, c'est qu'ils ont décidé de normaliser et de donner une norme sur les données. Et GDPR, c'est énormément de contraintes de contrôle sur les données clients. Et ça prépare quelque chose de formidable, de magique, qui est l'article 20. Je ne sais pas si vous connaissez l'article 20. L'article 20 de GDPR, c'est ce qu'on appelle le droit de portabilité. Et ça vous permet, vous, en tant que client, d'assumer la propriété de vos données personnelles. Vous allez me dire, c'est classique, la charte de la grosse boîte qui dit on est CNIL compliant et on respecte vos données. Toutes les boîtes l'ont fait. Par contre, ça vous donne le pouvoir en tant que client. Et demain, c'est un élément de disruption majeur sur le marché. Parce que demain, un Google, un Amazon, si on prend un Amazon, combien sont Amazon Premium? Déjà quelques-uns. Il suffit qu'Amazon fasse une évolution de ses CGU, conditions utilisateurs, et vous disent, est-ce que dans le cadre de Amazon Premium, vous me donnez le droit, moi Amazon, de poser pour vous des questions sur les données aux acteurs avec lesquels vous travaillez, EDF, AXA, Orange. En tant qu'Amazon, je fais confiance, je dis oui. Et là, quel est le droit juridique d'Amazon? C'est de venir faire toc-toc à toutes ces grosses boîtes en disant les données de tes clients, de mes clients, je te demande de me les redonner sous un format intelligible. Donc ça veut dire quoi, très concrètement? Ça veut dire que si Amazon demain veut faire de l'assurance, eh bien, elle a simplement, l'entreprise, à faire signer ce CGU, cette évolution des conditions générales à ses clients, et venir nous voir et nous dire de manière massive, AXA, je veux récupérer 1 million pour 1 million de mes clients, l'ensemble des données de sinistre, l'ensemble des données de souscription, l'ensemble des données de tarifs que tu as chez toi. Et nous, en obligation sous 48 heures, de les leur apporter. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Amazon, demain, peut faire du tarif auto, peut faire du tarif habitation, et avec d'autres données, le feront d'ailleurs sûrement mieux que nous. Et donc, le droit de portabilité, j'attire votre attention dessus parce que actuellement, les gens n'en parlent pas beaucoup parce qu'on cherche à être OK avec la réglementation et pas plus. Mais de manière offensive pour les nouveaux entrants, c'est quelque chose de formidable parce que ça veut dire que la data en tant que telle n'est plus un actif stratégique et spécifique.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'acteurs qui peuvent dire « moi je suis trop fort parce que j'ai plein de données clients ». Demain, ça n'existe plus. Et donc ça, c'est très important. Et ça prépare quoi? Ça prépare aussi, je pense que vous en rendez compte, c'est complètement sous-optimal, tous les formulaires qu'on remplit avec notre nom, notre adresse et notre date de naissance. Vous vous rendez compte, c'est un truc de fou. Je pense que dans 10 ans, les gens nous regarderont en disant « mais comment ils ont accepté de passer chacun autant de temps à remplir autant de formulaires identiques ?» Et vous vous rendez compte, parce que ça, c'est ce que vous vivez. Mais nous, dans les grosses boîtes, après, quand on récolte ça en formulaire, il faut des datasets pour s'en occuper, des systèmes d'information. Il faut restructurer parce que ce n'est pas le bon format. Antoine, quelquefois, il manque un E. Il y a une faute d'orthographe. Quelquefois, c'est en majuscule. Donc, c'est des investissements colossaux pour retraiter ces informations. Et ces retraitements sont identiques d'une boîte à l'autre. Orange a fait le même travail avec vos données que celui que j'ai fait. EDF a fait le même. Et donc, en fait, vous imaginez bien que dans le monde, dans le marché tel qu'il va se construire, eh bien, vous aurez un set de données personnelles et que vous drag and dropez avec les différents acteurs que vous travaillez, sans que ceux-ci aient besoin de collecter les infos chez eux et de faire ce travail de structuration. Je passe un peu du coq à l'âne, je vais assez vite, mais c'est pour essayer d'évoquer quand même les messages qui comptent. Et là, si vous me suivez dans le raisonnement, donc les données personnelles sont chez nous en tant que client et on se contente de les communiquer, de les retirer chez les acteurs avec lesquels on travaille, se pose la question de qui est garant des données personnelles. Et là, on rejoint un sujet de société. Parce que le digital et la data, ce n'est pas qu'un sujet de business, c'est surtout un sujet aussi de société et politique. Et là, il y a des acteurs qui vont vous dire « moi, je suis prêt à être le label des données personnelles des clients parce que je les connais ». Ces acteurs, c'est Facebook, c'est Google. Et Facebook Connect, que vous connaissez tous, qui nous permet, vous savez, de laisser des messages sur des forums ou de s'inscrire avec des mots de passe en gardant son mot de passe Facebook sur d'autres sites, eh bien la tentation de Facebook, et Facebook demain s'avancera sur le marché avec ce positionnement, c'est de dire j'élargis Facebook Connect à plein d'autres données, la date de naissance, et je vais être le garant de ces données pour toi, client, et je vais être l'intermédiaire pour les communiquer avec EDF, Orange et AXA demain. Ça, c'est une solution privée américaine. Il y a aussi l'État qui essaye, bon an, mal an, d'essayer de prendre une position en aidant des startups à être le garant de l'identité digitale. Il y a eu France Connect, il y a eu quelques initiatives. C'est très malheureux parce que c'est, comme tout ce qui vient de l'État actuellement sur le digital, c'est foireux. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas faire. Donc ils essayent, ils vont progresser, ils ont leur transformation à faire. Je suis un peu dur, mais il y a plein d'exemples de naufrage de projets. C'est-à-dire que en fait, l'apprentissage que nous, on fait des grosses boîtes, du dire quand on développe un front ou une interface digitale, il faut écouter le client. Nous, c'est déjà difficile dans le monde privé de le faire. Vous imaginez pour l'État, ils sont encore beaucoup plus loin. Et donc, ils sont capables encore de faire des projets digitaux sans parler aux utilisateurs finaux. Donc, comme ça va être compliqué pour l'État, il y a quand même un vrai enjeu, une vraie urgence à trouver des acteurs qui vont le faire et qui ne sont pas des acteurs américains ou des acteurs chinois. En Chine, je vous incite à aller voir ce qui se passe, parce que le danger de disruption, il n'est plus à l'ouest, il est à l'est. Et clairement, les Chinois vont beaucoup plus rapidement que les Américains. Ils n'ont aucun scrupule sur la vie privée en termes de data, et donc ils font ce qu'ils veulent à la vitesse où ils le souhaitent. Et en Chine, ce qui se passe, c'est qu'on a Alibaba qui a pris cette position. Alibaba, c'est l'application de l'ensemble des Chinois avec Tencent et WeChat, et c'est lui qui vient distribuer le flux des données personnelles, le flux du business. Les banques en Chine sont les plus ringardes au monde, les banques classiques. Elles ne se sont pas digitalisées, elles n'ont pas eu besoin, parce que c'est des acteurs comme Alibaba qui l'ont fait pour elles, qui lui ont dit « t'inquiète pas, développe pas de front, développe pas de site web, développe pas de data. Je me mets entre toi et les clients et c'est moi qui fais la passerelle. C'est moi qui te communique, c'est moi qui fais ta modernité. » Et donc là-bas en Chine, c'est ce qu'on va chercher à éviter, et bien, il y a des acteurs comme ça qui se sont mis entre les clients, les citoyens et les boîtes. Et tout ça pour revenir sur mes propos, GDPR, la régulation, l'article 20, prépare ça d'un point de vue réglementaire. Après, le vrai enjeu, et je prendrai des questions si vous en avez, c'est comment nous, en Europe, on arrive à faire émerger des acteurs avec des serveurs en France, des données en Europe, qui nous permettent d'éviter ce grand écart entre où l'État ruiné, un peu ringard, et les GAFA, très puissants, très véloces, mais très individualistes, et dans une logique de monétisation. Et en fait, la vérité, c'est que comment on laisse un écart, comment d'autres acteurs prennent une place entre ces deux écueils. Alors, je vais passer maintenant assez vite. J'essaie de rendre ça assez concret. Voir grand, très grand, j'y ai insisté, mais c'est le faire autrement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous bossez sur du digital, de la data, posez la question, est-ce que c'est pour faire autrement? Si c'est simplement pour mettre des écrans sur des process existants, ça ne marche pas. Je vous donne un exemple dans l'assurance. La déclaration de sinistre d'un dégât des eaux. C'est 40 questions pour dire qu'est-ce qui t'est arrivé, quand, est-ce que tu peux prendre des photos, etc. Au début, on s'est dit, c'est génial, on va digitaliser le process. On va mettre sur AXA.fr
la déclaration de sinistre de dégâts des eaux pour nos clients. On a eu combien d'adoptions? 0. Pourquoi? Parce qu'on a fait une réplication du process qu'il y avait en agence. Et donc le péché de naïveté, c'est de penser qu'en gardant le process existant, on ferait mieux en digital. Et en fait, le client, il paye des primes, vous payez des primes auto, c'est pas pour vous enquiquiner à remplir des questions techniques, c'est pour décrocher le téléphone, appeler votre agent et lui demander de le faire. Et donc, la vraie question, je prends cet exemple concret pour vous montrer, dès que vous êtes sur un sujet digital ou Internet, posez-vous la question, est-ce que vous êtes en train de me demander de faire mieux, c'est-à-dire de faire du copier-coller de process existants dans le monde physique, ou est-ce que vous êtes vraiment en train de me faire quelque chose de l'ordre du faire autrement? Si c'est le premier cas, c'est mauvais signe, parce que vous ferez le site Internet, vous digitaliserez tous les process que vous voulez, mais dans 2-3 ans dans la boîte, on vous regardera avec des gros yeux en vous disant tu n'as pas d'adoption, tu n'as pas d'usage, tu n'as pas amené de clients sur ton site. Parce que simplement, le travail de l'utilité du faire autrement n'a pas été posé. Donc faire autrement, c'est hyper important. Réveiller le collectif, ça j'y suis revenu, mais je pense que maintenant les gens ont compris que la data, c'était un enjeu majeur. Ce qui est intéressant en fait, dans ce qui se passe, c'est que moi mon enjeu, je pense que je suis content de vous parler, c'est que les boîtes évitent le travers du digital pour la data. Parce qu'en fait, il y a une transfo digitale il y a 5 ans, donc on est passé par tous ces travers, cette naïveté, etc. Et l'enjeu sur la data, c'est d'éviter de repasser par tous ces travers, d'aller plus vite au faire autrement et plus vite à la question du business model. Donc il y a quand même un enjeu à sensibiliser. Et après, je vais vous donner des exemples maintenant très concrets de la manière d'implémenter de la data dans une grosse boîte. Alors, la première fois chez AXA, qu'on s'est lancé sur la data, on a fait feu de tout bois et on a fait plein de POC. Vous savez ce que c'est qu'un POC? Proof of concept. C'est quand on n'a pas trop envie de faire, on ne sait pas trop, on dit non mais on va expérimenter, test and learn. Donc on dit on va faire un POC. Donc c'est un blanc-seing où on dit on fait des choses dans un bac à sable, mais ça n'attaque pas la vie réelle. Ça aussi, ça c'est un de mes grands messages. Méfiez-vous dès qu'on vous parle de POC, dès qu'on vous parle trop de test and learn. Creusez, hein, vraiment. Pourquoi? Parce que ce qui fait la différence, c'est au contraire le fait d'industrialiser et de faire d'un cas d'usage data du A à Z. Je vais vous donner une anecdote pour vous faire comprendre. Un des premiers cas d'usage qu'on avait chez AXA, c'était la détection du changement de véhicule. Où on s'est dit, on va essayer de prédire lesquels de nos clients ont la plus forte chance de changer de véhicule à 6 mois. Et donc on a eu 2 temps dans ce cas d'usage. Ça a duré 4 mois. Au bout du 2e mois, on était hyper contents. On a fait la fête, comme on peut faire la fête quand on est assureur, alors voilà, on fait ce qu'on peut. Donc on a même bu des bières, on a bu un peu d'alcool, on a sabré le champagne avec les data scientists, parce qu'en fait les data scientists nous avaient dit on a réussi. On a réussi, on a un super algorithme. On a un super algorithme de détection changement de véhicule, ça va cartonner. Vous nous avez recruté il y a 6 mois, vous nous avez surpayé, vous avez eu raison, c'est génial. Il y avait une fumée blanche au-dessus de la salle, leur salle de travail, on avait réussi, on avait pensé nous qu'on avait en effet craqué le sujet du changement de véhicule parce qu'on avait un algorithme sophistiqué. Le problème, c'est la seconde partie du cas d'usage, on a eu 0 business. Pourquoi? Parce qu'on a pensé que la fin du voyage, c'était cet algorithme. Et à la fin, pour vendre le produit, ce qu'on sait quand même normalement faire, on a envoyé des mails. Et tout le monde sait, enfin je pense que vous recevez beaucoup de mails, la probabilité quand on envoie un mail sur de l'assurance auto, qu'on ouvre, qu'on clique, puis qu'on remplisse le formulaire de souscription est très faible, et donc on n'a fait aucun business. Et on a envoyé ça à des millions de clients, hein, parce qu'à 6 mois, il y a quand même une forte probabilité de changer de véhicule. Et donc, c'est un bon exemple pour vous montrer quoi? C'est-à-dire que si vous ne pensez pas votre cas d'usage data de A à Z dès le début, eh bien en fait, vous allez vous arrêter à un moment du chemin et vous n'allez rien changer pour le client. Vous allez juste avoir un algorithme qui se balade en l'air, comme un tuyau sur lequel il y a un tuyau d'arrosage sans capacité à projeter l'eau. Et donc, là, on avait simplement perdu de vue le b.a.-ba de l'opérationnel et notre métier. AXA, c'est d'abord un métier de distribution. Et donc, pour vendre un produit d'assurance auto, il faut mieux décrocher le téléphone qu'envoyer des mails. Donc, tout ça pour vous montrer de manière caricaturale que l'enjeu, ce n'est pas tellement les POC et les algorithmes, parce que oui, il y a des data scientists qui peuvent faire des choses géniales. Et oui, quand vous cherchez à faire des prédictions, vous allez y arriver, à avoir du lift. Mais la vérité, c'est qu'est-ce que ça change pour le client in fine, hein? Les moments de vie dont je vous parle sur les cookifications clients, je ne me suis pas arrêté à identifier des moments de vie. On a mis 50% de l'investissement financier dans ce cas d'usage dont je vous parlais de cookification sur le développement du petit widget qui apparaît dans le poste de travail de l'agent général, qu'on voulait avec des couleurs, pour le convaincre et lui dire voilà la donnée qu'on t'apporte, voilà comment tu peux la comprendre et lui donner envie de s'engager avec l'interface, lui, agent général. Parce qu'envoyer un scoring
inintelligible, austère, sec, dans un coin de son poste de travail, eh bien, il ne le regardera jamais. Et donc, on aura pu être très très bon dans la détection en amont, en aval, on manque l'objectif. L'autre exemple aussi de ça, c'est un scoring sur le changement, sur la probabilité de recruter des bons gestionnaires. On a des plateformes au téléphone et on a beaucoup de recrutements en cours. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à prédire la probabilité quand on recrute quelqu'un qui reste longtemps avec nous et que ce soit un bon gestionnaire, qui parle bien aux clients. Et là, on a fait la même erreur, je vais vous la décrire, c'est-à-dire qu'un data scientist a travaillé sur un modèle et il était très content. Il nous a dit des trucs, je ne rentre pas dans les détails, dans les secrets de fabrique, donc je vous donne des exemples fictifs, mais il nous a dit des trucs de genre, le nombre d'amis sur Facebook est hautement prédictif de l'empathie du gestionnaire une fois qu'il aura le client au téléphone. Il était content. Le problème, c'est quoi ? C'est quoi la vraie vie d'un recruteur ? Quand vous recrutez quelqu'un, vous ne lui posez pas la question de ses amis sur Facebook. Et donc, en fait, le vrai sujet pour qu'un algorithme soit efficace, c'est qu'il ait du sens pour l'utilisateur dans sa vie quotidienne. Donc, dans le dernier mètre, quand il doit l'utiliser. Et donc, la vraie question pour le data scientist, ce n'était pas de partir sur un délire d'algorithme surpuissant pour prédire telle ou telle réussite de tel ou tel collaborateur. C'était, au début, de s'asseoir à côté du recruteur très concret qui recrute, de voir les questions qu'il pose dans l'entretien et de partir de ces variables pour faire son travail de prédiction. Et les variables, c'est plutôt expérience précédente, durée de vie dans chacune des entreprises, etc. Et donc, c'est bien pour vous montrer que le data, comme le digital, n'a de sens que si vous partez de l'utilisateur final. Pour des boîtes intermédiaires comme AXA, où il y a in fine un être humain en chair et d'os qui utilise l'algorithme. Et vous pouvez avoir des algorithmes qui sont géniaux, mais qui sont trop loin de la réalité. Il y a des acteurs qui peuvent faire des algorithmes géniaux. C'est ce qu'on appelle des pure players. Google, il s'en donne à cœur joie. Si vous saviez comme Google met des variables et de nombreuses variables dans ses modèles. Si vous dites à Google que la météo au Zimbabwe a un impact sur le fait qu'on ait retrouvé la presse là, il va la mettre. Pourquoi ? Parce qu'il se fiche des causalités, il veut de la corrélation. Il se fiche des causalités, il veut de la corrélation. Donc si vous lui dites que ça participe à la performance d'une bannière à un instant T et la capacité à cette bannière à être cliquée, eh bien Google va mettre des données dans son modèle. Plus il met de données, pour optimiser le taux de clic. Et ce qui lui permet de le faire, c'est qu'en fait, il a un taux de retour immédiat de la performance de son algorithme, puisque c'est le taux de clic publicitaire. Et donc, il est en capacité de réagir très très vite sur son algorithme. Et donc, il met la météo Zimbabwe dans une V1. S'il se rend compte qu'au bout de quelques milliers de bannières non cliquées, que ce n'est pas la bonne variable, il l'exclut et il en rajoute d'autres. Mais donc, c'est des carnivores. Ils mangent énormément de variables. Quand vous êtes intermédiaire comme AXA et que vous devez expliquer un algorithme à un utilisateur final, un distributeur, un client, un gestionnaire, eh bien, il faut avoir moins de variables et des variables compréhensibles et intelligibles qui puissent être expliquées. On m'a signifié qu'en fait, j'avais terminé le temps et qu'il nous laissait un peu de temps pour les questions. Je passe vite. Le dernier mètre, c'est hyper important. Ce dont je vous ai parlé, c'est le souci de l'utilisateur final. Le faire autrement, on y est revenu. La réglementation, je pense que vous êtes picousés maintenant à l'importance du sujet. L'algorithme, il ne faut pas trop sophistiquer. Ça, vous en avez conscience. Un projet informatique, ça c'est clair. De data externe, l'open data, il ne faut pas fantasmer. Il y en a très peu et le marché n'est pas encore assez mature. Les données digitales, je vous ai parlé des cookies. Et puis, les clients, il faut les associer. Il y a beaucoup d'acteurs qui vous disent, je vais calculer des prédictions de moment de vie, de changement de véhicule comme nous. Maintenant, je dis, arrête de faire des algorithmes. Pose la question au client, est-ce que tu vas déménager ? C'est très simple. Ça économise les algorithmes data scientist. Le vrai sujet, pourquoi les boîtes ont peur de poser des questions au client ? Parce qu'ils ont peur que le client dise non. Et pourquoi le client dise non ? Pourquoi le client dirait non ? Parce qu'il n'a pas en retour une utilité. Moi, si un banquier demain me demande si j'ai déménagé, je ne vais pas lui répondre. Si Amazon me demande si j'ai déménagé, je vais lui répondre. Parce que j'ai la perception immédiate de l'utilité en retour. Et donc, ce sera un peu ma conclusion, c'est de dire, les algorithmes, c'est bien, mais rentrer en interaction, en conversation avec vos clients, c'est mieux. Et surtout, prenez le risque de poser des questions au client au lieu d'essayer de déduire des choses à son insu. Et ça, c'est l'épreuve de vérité. Si vous répondez, c'est bon signe pour votre proposition de valeur. Si vous ne répondez pas, il faut que vous posiez la question du faire autrement. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ? Oui, une question là-bas. Je voulais savoir pour ce que vous disiez sur l'article 20 et la portabilité des données, est-ce que vous pensez que les blockchains pourraient être une forme plutôt d'avoir des acteurs
Vous avez tout à fait raison. C'est une excellente question. Enfin, c'est une excellente réponse d'ailleurs, parce que c'est une réponse. Oui, oui, je l'ai oublié. Et en effet, dans les catégories d'acteurs qui peuvent prendre la place, c'est la blockchain. Après, blockchain, attention. Je ne vais pas parler des enseignements de la grand-mère ou du bon sens de nos grands-parents, mais quand on ne comprend pas, il faut se méfier. Moi, la blockchain, j'ai beaucoup creusé. En plus, je suis assez techos maintenant. J'ai encore vraiment des vrais scrupules, des vraies interrogations sur ce truc. Ça peut être hacké, une blockchain. La blockchain, 70%, c'est en Chine. Enfin, l'histoire de la blockchain il y a quelques années, c'est quand même des altermondialistes assez violents, des libertaires, très violents en termes de valeurs. Donc c'est des partis pris idéologiques. Donc il y a tout un environnement autour de la blockchain qui m'amène moi à m'en méfier un tout petit peu avant de lui faire jouer ce rôle. Mais là, pour le coup, je ne joue pas à la boule de cristal. Et certains acteurs voudraient que la blockchain joue le rôle dont vous parlez, c'est sûr. D'ailleurs, si quelqu'un a compris la blockchain, je l'invite à venir nous faire une petite démonstration dans les quelques secondes qui restent. Il y a une question là. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très inspirante. En vous écoutant et en pensant aux données, je pensais aux nouveaux types de modèles d'assurance qui sont lancés par AXA et par d'autres, qui sont basés sur de la personnalisation. Par exemple, vous avez lancé l'assurance U-Drive qui est basée sur ma conduite, et donc la prime d'assurance que je vais payer va être basée sur est-ce que je suis un conducteur prudent ou pas. Je voulais savoir, il y a les mêmes réflexions sur la santé, je crois, quelle est la position d'AXA par rapport à ça, par rapport à ces évolutions. Alors, c'est une excellente. Vous voyez, vous parliez aussi de l'importance des données, non pas uniquement dans une relation client, mais par rapport aussi à l'évolution de la société. C'est une excellente question. Là, par contre, je suis obligé d'avoir une réponse. En fait, il y a deux sujets. Globalement, après, je vous dirai ce que je pense, mais dans le sens où l'assurance, en fait, ça fonctionne en effet sur l'estimation du risque personnalisée. C'est un métier où il y a une prime et une estimation du risque à la tête du client. Par contre, il y a un principe qu'on appelle de la mutualisation. C'est-à-dire les mauvais conducteurs vont payer pour les bons conducteurs. En santé, c'est dans la loi E20, qui interdit de personnaliser la prime de santé en fonction de ce que vous êtes. Et donc, il y a déjà des interdits éthiques et légaux qui sont autour de ces sujets. Et donc, moi, je ne crois pas qu'on aille vers plus de personnalisation tel que vous l'avez décrit. Après, je vais vous dire ce que je pense de U-Drive. Je pense qu'il restera beaucoup de mutualisation parce que c'est un socle de. Enfin, globalement, je reviens à l'état un peu ruiné. La proposition de santé, ça ne peut pas être celle de Google ultra individualisée, sinon on va vivre une société à plusieurs vitesses. Donc il y a la place pour des acteurs comme les assureurs qui sont à SaaS où il y a encore un peu de mutualisation. Donc on est très attaché à la mutualisation, et pas que AXA, mais toute la place, et pour continuer à créer de la solidarité. Après, U-Drive, ça nous fait jouer sur des variables qui sont vraiment liées au comportement. Parce qu'il y a deux types de variables qui expliquent votre sinistralité, votre dégât des eaux. Désolé, vous n'êtes pas libre, je vais en faire la démonstration. Quand vous avez un accident de voiture, ce n'est pas lié à votre comportement de conduite. Dans deux tiers des cas, c'est la route, c'est les intempéries ou c'est l'autre conducteur. Et donc ça, de fait, on doit le laisser dans nos prix. Donc il y a un principe de mutualisation qui est de fait lié au fait que toutes les variables du comportement ne sont pas liées à des variables personnelles. Et donc peut-être qu'on fera pour des produits des tests comme U-Drive, mais il ne faut pas avoir une vision science-fictionnesque et cauchemardesque de ça. Ça s'arrêtera probablement là. Quelques tests pour dire les jeunes ils payent beaucoup en prime auto, on regarde comment ils conduisent et puis on régule. Mais il n'y aura pas d'extrême individualisation du prix sur ces produits. Par contre, l'avenir de l'assurance, et ça c'est incroyable, c'est complètement différent, c'est des micro-produits. Et Zhong'an en Chine a 600 millions de clients, et eux ils font de l'assurance qui naturellement vient dans vos parcours de vie. Tu prends l'avion, si tu as un retard, tu payes 1 euro et je t'assure de te donner 100 euros. C'est du paramétrique, c'est du forfaitaire, c'est de l'automatique. Et ça marche pour plein de choses. En Chine, ils adorent ça parce qu'ils adorent le bête. Et donc en Chine, il y a des produits d'assurance qui disent tu pars sur la côte en amoureux pour déclarer ta flamme et proposer ta femme en mariage. S'il y a un mauvais temps, tu gagnes de l'argent. Donc tu t'assures pour plein de choses de ton quotidien. Et là, tout est automatique parce que si t'arrive ça, tu paies ça et je te rembourse ça, tel montant. Et c'est plus les gros produits grossiers, assurance auto, assurance habitation, c'est des micro-produits qui sont dans les parcours dans lesquels vous êtes. Blablacar, Google, Facebook, Amazon. Et donc c'est un assureur sa mère qui disparaît, mais qui offre plein de petits produits tout au long du quotidien. C'est plutôt ça l'avenir que la personnalisation.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a une dernière place pour la question qui tue. Ah, un volontaire. On parle souvent de la liberté de celui qui navigue sur le web, etc. Mais moi, quand j'en parle, enfin, je trouve que ça nous arrange bien, nous, marketeurs dans le digital, de dire que le consommateur et le client qui se balade sur Internet est libre. Est-ce que enfin, quand j'en parle autour de moi, les gens se disent, oui, non, on n'a pas vraiment le choix, on est un peu tenu par les bijoux de famille. Et est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu hypocrite de dire que le client est libre et que c'est un contrat tacite et que le contrat est clair avec Google, alors que je trouve qu'il y a quand même des zones d'ombre qui, pour les néophytes et même nous, on n'a pas toujours les moyens d'y voir clair. Donc est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu hypocrite de dire que les clients sont libres? Je suis partagé parce que je suis un peu d'accord avec vous, parce qu'il y a beaucoup de zones grises et le marché va se réguler, mais en même temps j'ai envie d'assumer. C'est-à-dire que les personnes qui vous disent je ne sais pas trop ce que fait Google avec mes données, je pense que c'est une manière pour eux aussi d'être un peu hypocrite, parce que je pense qu'ils se voilent la face. Fondamentalement, les données qu'ils apportent à Google ne sont plus les leurs et Google en fera ce qu'il veut. Et c'est ça le deal. Et donc j'ai envie un peu dans la réponse d'assumer le fait, et d'ailleurs moi je ne suis pas sur Facebook, Google je l'utilise de moins en moins, il faut qu'on ait une vraie réaction par rapport à ces acteurs, et il faut assumer nos choix. Alors c'est des choix difficiles parce que là où ils nous tiennent, enfin, c'est l'exemple de WhatsApp, vous avez un rendez-vous avec un ami, vous n'avez plus moyen de savoir où c'est, vous téléchargez WhatsApp vite fait, et WhatsApp vous dit est-ce que je peux accéder à tout ton téléphone? Bah oui, la tentation c'est de dire oui, d'être en contact avec l'ami et de retrouver son rendez-vous. Mais c'est contre ça qu'il va falloir lutter. C'est-à-dire qu'ils nous attaquent, ils nous approchent par l'effort, par la réduction de l'effort du quotidien. Et nous, la question, c'est de savoir à quel point on est attaché à des valeurs et attaché à notre liberté. Et donc il faut quand même poser le sujet de manière un peu caricaturale pour nous obliger quand même à nous positionner. Parce qu'il faut se positionner. Donc hypocrisie partagée. Des deux côtés. Antoine, hier, par exemple, j'ai vu tout le marché découvrait, semblait surpris du fait que Facebook, via Messenger, scanne le contenu, tous tes messages, toutes les photos qui sont échangées via Messenger. Tout le monde très surpris. Pourtant, c'est une évidence. Évidemment, si tu utilises Messenger de la même manière que Google scanne l'intégralité de tes contenus mail, mais tout le marché était là en train de... Mais c'est une blague. Enfin, moi, j'ai une liste WhatsApp de trucs salaces avec des amis. On est resté adolescents, donc on s'envoie des photos horribles. Et maintenant, j'ai eu des jumelles il y a 8 mois, donc j'essaie de montrer les photos de mes jumelles. Et en fait, je peux plus, parce qu'en fait, quand je fais ça, je tombe une fois sur deux sur les photos de WhatsApp. Et ça vous arrivez tous. Donc, on le voit que ces acteurs rentrent sur notre téléphone. On ne peut pas à la fois voir des photos mélangées sur son album photo iPhone et après s'étonner d'apprendre que WhatsApp utilise et lit les photos par ailleurs. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a de l'hypocrisie dans ce comportement. Les gens savent mais ne veulent pas savoir. Mais c'est un peu cynique en conclusion, il n'y a pas une question sur... je sais pas, parce qu'en ce moment avec Macron, il faut avoir le sourire aux lèvres tout le temps. C'est de l'optimisme, non? Oui, dernière. Cdiscount, je crois, a lancé ou va lancer une offre d'assurance, type l'exemple d'Amazon que vous disiez, qui reprenait toutes les datas. Comment AXA, qui a un gros réseau d'agents traditionnels, souhaite modifier son circuit de distribution, qui est donc du coup traditionnel, est-ce qu'il souhaite faire évoluer un peu au-delà de l'offre, son circuit de distribution? Bon, est-ce que vous avez une demi-heure sur un bon gros sujet de transformation de réseau? Oui? On y va. Non, je plaisante. C'est un vrai enjeu. C'est l'enjeu majeur de notre transfo, c'est comment on arrive à faire évoluer nos agents. En 2 mots, c'est leur faire que les choses à valeur ajoutée et le reste digitalisé. Mais c'est quand même les mettre sur d'autres nouveaux territoires. C'est leur faire faire de l'épargne, de la santé et du conseil. Et donc de s'éloigner quand même de l'auto, de l'habitation, qui sont des commodités et dont on sait que demain, la digitalisation est inéluctable. Mais j'ai pas toutes les réponses sur ce sujet parce que c'est notre grand enjeu du moment. Merci beaucoup. Bye bye.